Oui, exactement. En fait, vous savez que le Sahel est très grand, hein, c'est plus d'une douzaine de pays. Donc, il y a pas mal de problèmes en ce moment, qu'il s'agisse du changement climatique, ou du Covid, ou de la sécurité selon les pays. Donc, on a essayé de mettre ces différents défis un peu ensemble pour trouver une solution commune, car nous pensons que cela réside beaucoup dans la coopération entre les pays. Alors, le premier programme qui a été lancé, c'est celui-ci, le SD3C, lancé l'année dernière avec le G5 Sahel, la FAO, le FIDA et le PAM. Donc nous l'avons lancé dans 6 pays. Et actuellement, nous élargissons le programme maintenant avec les fonds verts dans 7 ou 8 autres pays qui suivent un peu la Grande Muraille verte. Mais l'occasion de cet atelier aujourd'hui, c'est de confronter les expériences, notamment avec d'autres institutions, voir ce que la Banque mondiale fait, la Banque africaine, l'Agence française de développement, pour tirer des leçons qui puissent être utiles à tous. Oui, tout à fait, c'est vraiment l'objectif recherché. Déjà, donc, pour ce qui est des Nations Unies, FIDA, PAM et FAO, nous travaillons sous la stratégie des Nations Unies UNIS pour le Sahel. Et effectivement, en se rapprochant de Banque mondiale, AFD ou PAM, on arrive à trouver des activités communes, des pratiques communes et aussi des cadres de réponse communs. Puisque l'important à la fin, c'est que ça puisse être pris en main par les gouvernements qui le mettront en place. Donc par cette habitude de travailler avec des partenaires multiples, les organisations paysannes, les organisations d'éleveurs ou les ONG, on arrive alors à faire des partenariats qui sont solides et pour le long terme. Alors franchement, pour répondre à votre question, je dirais qu'au niveau technique, les réponses sont connues dans tous les domaines. On sait cultiver dans des zones sèches, dans le désert, c'est possible, il y a la micro-irrigation. On sait aller dans des zones où il y a des écoles, des cantines scolaires, nourrir les enfants, faire des jardins maraîchers. On sait travailler aux frontières. Le FIDA a longtemps construit des marchés de gros, vous voyez, qui permettent aux camions de venir de chaque côté, d'être dans un enclos bien sécurisé, de faire les transactions. Les solutions techniques sont connues. Ce qu'il faut maintenant, c'est pouvoir investir en masse pour mettre à l'échelle, comme on dit, de manière à ce que ce ne soit pas un marché tous les 500 km, mais tous les 100 ou 150 km. Ou pas une cantine scolaire toutes les 10 écoles, mais dans chaque école, une cantine scolaire. Donc ce sont ces programmes qui doivent aider les gouvernements à mettre en place à chaque endroit les solutions techniques nécessaires. Maintenant, là d'où vient la complexité, c'est la coordination régionale. Chaque pays est équipé de stratégies, d'équipes pour mettre ça en place. Et la région est assez organisée au niveau de la CEDEAO, du SILS ou du G5. Mais il faut mettre en place une coordination pratique qui dit « Ah, le Niger a mis en place sur des milliers d'hectares une stratégie intéressante. Appliquons-la au Sénégal ou appliquons-la au Mali. Ou au Sénégal, nous pratiquons la micro-irrigation de manière forte, mais pas encore assez au Tchad. » Donc ce sont ces échanges-là qu'il faut arriver à mettre en place. Alors voilà, ce funding gap de 16 millions, c'est sur le premier programme SD3C. Sur les autres programmes avec le fonds vert, il y aura d'autres funding gaps. Vous savez que la muraille verte, je crois que c'est 16 milliards de dollars qui est recherché. Donc on y va petit à petit parce que je pense qu'il faut construire à partir de la base, vous voyez. Et au fur et à mesure que ça fonctionne, on augmente la taille des programmes. Donc pour le premier programme de 200 millions, on cherche 16 millions pour boucler. On a déjà donc 90% des fonds, il faut continuer d'avancer. Et beaucoup d'autres bailleurs sont intéressés pour contribuer. Et ensuite, on espère passer à une échelle de 400, 500, 600 millions pour couvrir davantage de pays. Alors, il y a 2 points à ce niveau très clairs. Au FIDA, de manière traditionnelle, nous n'aimons pas infliger ce que j'appelle la double peine aux populations pauvres. Les populations pauvres souffrent déjà de la situation. Si nous autres, nous nous retirons parce qu'il y a eu un problème d'État, alors ils vont avoir 2 fois plus de peine, puisqu'il y aura moins de fonds qui arriveront. Donc, on essaye dans la mesure du possible de rester dans les pays à certaines conditions. Que les projets continuent, que les fonds attribués aux projets aillent vers les bénéficiaires, etc. etc. C'est ce qu'on appelle la politique des de facto gouvernements, des gouvernements de facto. Par contre, il y a d'autres bailleurs qui effectivement en sont plus au niveau politique et jugent qu'il n'est pas nécessaire de rester dans un pays comme ça et qu'il faudra y revenir après. Donc il y a plusieurs positions, mais pour nous l'important c'est dans le mandat du FIDA, c'est d'aider les populations les plus pauvres.
Voilà, nous avons eu beaucoup de cas dans les années passées, à Madagascar en 2009, au Burundi dans les années 2010. Et je peux vous dire qu'il était important qu'on soit resté, puisque l'argent du FIDA, vous savez, passe par le gouvernement parce que ce sont des prêts, mais vont directement au pays. Donc 90% des fonds atteignent les paysans et les éleveurs. Alors les menaces, elles sont de différents ordres, hein. Le changement climatique, ce n'est pas nouveau. On sait tous, ceux qui avons vécu longtemps, que depuis 40 ans, il y a des problèmes dans ce domaine. Donc comment réagir de manière moderne par rapport à ça? C'est ça l'important. Et pour des populations importantes. Donc on demande à ce que les gouvernements investissent des forages, de manière à ce que dès qu'il y a l'eau, on peut faire la micro-irrigation. Mais il faut les multiplier comme les cantines scolaires, par des milliers pour les avoir. Ensuite, bien entendu, la crise de gouvernance, la crise sahélienne actuelle d'insécurité est très importante. Donc je suis content de voir que beaucoup d'institutions, de réunions se regroupent, se font ensemble pour essayer de retrouver la paix et la stabilité. Et comme vous le savez, la paix et le développement marchent main dans la main. Donc il s'agit effectivement de trouver les systèmes qui permettront de garder la paix dans le Sahel, et ça permettra à tout le monde, notamment aux jeunes, de développer leur business. Alors la crise en Europe et notamment en Ukraine, je pense que vous voulez faire référence à ça, a un très gros impact sur les marchés, les prix des céréales. Mais rappelez-vous, il y a 2 ans avec le Covid, il y a eu un gros impact. Il y a 12 ans, avec la crise des prix alimentaires en Asie, il y a eu un gros impact. Donc ce que je dirais, c'est qu'il y a plusieurs raisons sur ces crises, ne nous y attachons pas trop. L'important, c'est quelle réponse on y apporte. Là aussi, je suis content de voir qu'en Afrique de l'Ouest, il y a des solutions. Il y a des stocks de sécurité alimentaire, il y a des systèmes d'approvisionnement rapide. Mais il faut que les fonds arrivent à ce niveau-là pour qu'ils aient un large impact.